Alors, on va conclure cette matinée avec un très grand sportif. Je vous le disais tout à l'heure en introduction. Dans le domaine de la voile est très populaire en France. On connaît les grands skippers de course au large. On connaît peut-être un peu moins ce qu'on appelle le match racing, c'est-à-dire le match entre deux bateaux. Et je peux vous dire que c'est extrêmement populaire dans les pays anglo-saxons, par exemple, où les barreurs sont vraiment des stars. Ce champion français, vous le savez, donc c'est Philippe Presti. Philippe Presti a été l'entraîneur et le coach du défi américain Oracle Team USA, qui était vainqueur de la 34e Coupe de l'América. C'était en 2013 à San Francisco. Alors, je ne vais pas vous citer tout le palmarès de Philippe Presti parce que ça me prendrait 5 minutes. Je peux vous dire aussi qu'il a été 2 fois champion du monde de FIN. Je regarde mes notes, c'était 93 et 96, c'est bien ça. Le FIN étant un dériveur qui a été dériveur olympique solitaire, très physique, très très difficile à tenir, je peux vous le garantir. Voilà, je vous demande d'accueillir Philippe Presti. Voilà. Bonjour. Vous avez un micro, la scène est à vous, je m'efface. Merci. Bonsoir. Enfin, bonsoir, il fait nuit, mais bonjour. Vous venez des États-Unis, peut-être, Philippe, c'est pour ça que vous êtes en jet lag. J'étais la semaine dernière. Donc, on va faire connaissance. Pour faire connaissance, on va regarder un petit clip vidéo qui présente un peu mon environnement et mon environnement de management, parce que je suis manager d'une équipe sportive. Et écoutez vos conventions, il y a plein déterminants qui sont tout à fait communs à toutes les pratiques. On a un ensemble de personnel. Voilà, moi j'ai des athlètes à gérer, mais aussi des techniciens, des designers. Et puis on a une échéance, on a le jour de livraison, je crois que c'est 2024. Et il faut construire un outil, il faut le maintenir et faire en sorte que les équipes travaillent correctement ensemble et gagnent ce challenge. Voilà, donc si on peut lancer la vidéo, on va prendre le soleil un peu. Dean Barker. America against New Zealand. Race number 1 of the 34th America's Cup. This moment is huge and it belongs to Everett's Team New Zealand. The delta increasing and time running out for Oracle Team USA. This is really interesting tactics by Oracle. I don't really know what they're doing right now. The postponement card. We'd like to use the postponement card. We need to go back and regroup. We feel they've got a bit of an edge on us at the moment. Ben Ainsley on board as tactician. Race number 11 belongs to Emirates Team New Zealand. The Kiwis now just 1 win away from the America's Cup. I think the question is, imagine if these guys lost from here. You know, that'd be one hell of a story. Can Oracle Team USA win 8 races in a row? An almost impossible task. They take off for Mark Weiss. Great move by Jimmy Spithill. Oracle Team USA is actually sailing through the water faster. That's the first time we've seen that on a Windward Lake. New Zealand almost capsized. Oh my gosh! We're going to get more out of the old girl. The short team worked very, very hard last night. These guys tacking maneuver, I can't understate how much it's improved in the last 5 days. Great communication, great speed. They've actually opened up on a beat here. Full credit. Race 18 is on. The Kiwis have the lead. This is close. And a slow tack at that. Here comes the foiling mode on Oracle. They're zooming into him right now. We have a dead heat. And a simultaneous tack, and the Americans are out in front. Dean Barker is looking to the horizon, and all he can see is Jimmy Spithill and company speeding away. The comeback is complete. We are all even at 8, with 1 race to determine the 34th America's Cup. We're not going to stop. We're going to keep going the whole way to the end. Mate, it's the most exciting day of all of our lives, and we wouldn't want to be anywhere else. Race 19, 1 race for it all. Emirates Team New Zealand gets the whole shot. Oracle takes a big dip. How much will that hurt them? Flat out drag boat racing. This is the moment of truth. Port starboard. Wow. Not just across. Another couple boat lengths for Oracle. At mark number 4, Oracle Team USA makes the turn for home. And I never thought I would say this, but Oracle's going to win the America's Cup. America's Cup will stay in America.
no other. The champion and still the defender of the America's Cup, Oracle Team USA! Donc voilà mon bureau à moi. Ça paraît assez différent du vôtre. Est-ce qu'on peut lancer le diaporama? C'est moi qui l'ai lancé. Ah voilà. Donc ce jour-là, en fait, c'est notre journée de livraison. On a 3 ans de campagne et ce jour, je crois que c'est le 25 septembre 2013, on livre le produit. La Coupe de l'América, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus ancien trophée sportif existant. C'est antérieur aux Jeux Olympiques modernes. Je crois que le premier marin à recevoir cette coupe l'a reçue de la reine Victoria en 1850. Et de toujours, ça a été un défi technologique, sportif bien entendu, mais essentiellement technologique. C'est les nations qui se confrontent derrière leurs aptitudes à construire, concevoir des bateaux. Ça, c'est le premier bateau qui a gagné, c'est la Golette America. Et le bateau qu'on utilise, c'est celui-là. Donc vous voyez, 34 éditions, il y a eu pas mal de changements en termes de technologie. C'est des bateaux qui atteignent des vitesses proches de 100-110 km/h, donc sur l'eau, ça commence à aller très très vite. Les bateaux, en fait, ils naviguent plus, je ne sais pas si on peut appeler ça des bateaux encore, ils décollent au-dessus de l'eau, on utilise des technologies aéronautiques, d'ailleurs Airbus est un de nos partenaires, et vous voyez les petites ailes qu'il y a sous les coques, en fait avec la vitesse, ces ailes créent du lift, créent de la puissance qui aide le bateau à décoller. Et comme le bateau décolle, il y a moins de freins sur les coques. Comme il y a moins de freins, le bateau va plus vite. Et nous, notre fuel, notre énergie, c'est le vent. Et vous savez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes au feu rouge, il n'y a pas de vent, vous sortez la main. Il n'y a pas de vent, il n'y a aucun vent géographique. Vous accélérez à 100 km/h, vous sortez la main, il y a 100 km/h et vous le sentez dans votre main. Nous, c'est pareil. Quand le bateau va plus vite, il crée de l'énergie. Cette énergie, on l'utilise pour aller plus vite. Et donc, le fait de pouvoir s'envoler comme ça sur des foils, ça a créé un outil assez phénoménal en termes de performance. Pour créer la puissance, vous voyez, il y a une aile rigide. Pour information, l'aile, elle doit faire 45 mètres. C'est plus grand que l'empennage de l'Airbus A380. Et pour manier ce bateau, il y a 11 membres d'équipage qui manient le bateau à la puissance musculaire. Donc il n'y a pas de moteur. Donc tout ce qui bouge, il faut le bouger grâce à de l'hydraulique et à la main. Je parle de ça parce que en termes au niveau technologique, non seulement il faut créer un outil qui est en carbone, de design assez futuriste, mais aussi il faut être capable de le faire fonctionner, tous les systèmes. Et donc quand je regardais votre intervenant là sur les circuits électriques de votre bus, nous c'est pareil, on a des plans de connexion électrique qui correspondent à des ouvertures de valves hydrauliques, et il faut faire en sorte que tout ça fonctionne, harmonisé avec les besoins de la manœuvre et les besoins de l'équipage. Et sans parler que, vous avez vu, on est dans un milieu qui est aquatique, salin, avec du carbone, de l'électricité. Vous imaginez le challenge que ça peut relever. Donc voilà l'outil. Ça se passe à San Francisco. Le principe, c'est de faire un stadium, une sorte de stadium, comme un stade de foot, avec des bords, avec des spectateurs, mais aussi des lignes de touche qu'on ne peut pas dépasser. Le principe de la Coupe de l'América, il faut marquer 9 points pour partir avec le trophée. Et celui qui a le trophée, et on appelle ça le defender, c'est lui qui choisit le lieu et en partie le bateau avec lequel ça va se dérouler. Donc là, c'était à San Francisco. C'était pas mal. Assez sympa, un peu froid, mais près du public, avec l'objectif vraiment de faire un show télévisuel également. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder ces épreuves, mais tous les aspects design et technologie liés à la réalité virtuelle ont permis, je pense, à créer un bon spectacle.
Donc là, on rentre dans le cœur du sujet. On parlait de management, on parlait de... ça, c'est la famille, c'est une partie de la famille. Une équipe de Coupe de l'América, c'est 200, à peu près 200 collaborateurs. Ça fonctionne comme une start-up, c'est-à-dire il y a un commanditaire, quelqu'un qui met les fonds et qui mandate un CEO qui va recruter. Donc, pour construire un bateau comme ça, il va falloir des ingénieurs. Donc il y a un certain nombre d'ingénieurs qui vont être recrutés, les meilleurs possibles, bien sûr. Et ensuite, il va falloir construire le bateau. Donc il y a tout un tas de techniciens qui sont également recrutés, mais il y a également une fois qu'on l'a construit, il faut le maintenir. Donc des gens qui vont au jour le jour pouvoir faire en sorte que le bateau fonctionne et soit réparé, soit développé, ne casse pas. Il faut l'utiliser, donc il faut des navigants. Là, il y a une partie des sailors, il faut des coachs pour s'occuper des navigants, les faire progresser. Donc voilà, mais bon, j'entendais contrôle de gestion, et on a des gens qui sont responsables également du budget, d'autres personnes qui sont responsables de la communication. Voilà, c'est vraiment une entreprise avec un challenge et un objectif. On est en contrat durée déterminée avec une date de livraison. Et tous les composants de cette entreprise vont travailler le mieux possible pour pouvoir atteindre cet objectif. Et c'est ça le vrai challenge de la coupe, c'est celui-là, c'est faire bosser les gens ensemble. Quand il y a des phases positives, ça c'est facile, mais quand il y a aussi des moments où ça se passe moins bien, des moments où il faut changer, des moments où on a un accident industriel, voilà, ce genre de... Alors ça, donc vous avez mon bureau, une partie de mon bureau. Mon rôle dans cette équipe, donc je suis français, vous l'avez entendu, je travaille pour une équipe américaine, donc c'est pas facile, au niveau communication, au niveau langage, etc. Je suis le coach, manager, un peu comme un entraîneur de foot en fait. C'est très similaire au rôle d'un entraîneur de foot. Je choisis des navigants, je mets en place des situations pour permettre à ces gens-là de progresser, chacun individuellement, en groupe. Et j'ai eu la chance de lever la coupe 2 fois, en fait, en 2010 et 2013, toujours à ce rôle de head coach. Donc je suis responsable de toute la mise en place sur l'eau, les exercices, etc., les objectifs, mais aussi je suis le lien avec, entre le design team, on appelle ça le design team, c'est ceux qui construisent et conçoivent les bateaux, et le sailing team. En général, ce sont deux entités qui doivent travailler le mieux possible ensemble et qui souvent sont d'origines différentes. Il y a des designers, chercheurs, etc., des fois voilà, de haut niveau. Et de l'autre côté, il peut y avoir des athlètes qui sont, eux, très feeling, avec peu de culture technique générale, etc. Donc moi, je fais le lien entre ces deux mondes. J'essaie de faire en sorte qu'on apprenne les uns des autres et que le bateau progresse et qu'on gagne. Autour de moi, enfin, je ne suis pas tout seul, donc j'ai une petite équipe d'assistants avec des ingénieurs météo bien sûr, ingénieurs informatiques pour, vous allez voir, toute la phase de débriefing. J'ai vu que vous utilisiez également beaucoup de modèles de feedback, etc. Et nous, en fait, on utilise pas exactement, mais ce même type de modèle. Donc ingénieur informatique, un plongeur qui est responsable de la sécurité, un préparateur physique, un responsable médical, un médecin, des kinés. Voilà. Donc il y a un petit groupe de personnes à faire travailler ensemble. Et le projet, c'est un projet de 3 ans. Donc on a gagné en 2010, on a l'épreuve en 2013. Voilà, comme tout projet, il y a un rétro-planning avec une date de livraison, une date où on commence les épreuves, et puis on a 2 bateaux à concevoir et à essayer. Il faut entraîner les équipes, etc. Et tous les jours comptent en termes de planning. Parce que quand on construit un bateau comme ça, il faut à peu près 1 année de design. En tout cas, le premier bateau nous a pris 1 année de design et de recherche technologique sur la structure. C'est vraiment des bateaux qui n'existaient pas auparavant. On n'a jamais entendu parler de bateaux qui volent avant cela. Donc tout ce travail technologique a été très important. Mais ensuite, il faut essayer au jour le jour. Donc 6 mois, 1 an de design, 6 mois de construction minimum. Et puis après, 1 année de pratique et d'évolution. Ça, c'est notre premier bateau, et on aura un 2e bateau pour l'épreuve. Donc dans ce cycle de 3 ans, tous les jours comptent.
Et là, on est au 8e jour, le bateau à 8 jours de navigation. On est 10 mois avant l'épreuve. Un peu de vent dans la baie, 25 nœuds, là, on commence à serrer les fesses et là, ça va moins bien. Le bateau est à peu près 100-110 km/h quand il part. Je suis sur le bateau qui vient de passer derrière, qui suit. Regardez le petit gars là, qui fait Spider-Man. Voilà le résultat. Donc 8 jours de navigation. On est à seulement 10 mois de la première manche. Ce bateau, on était censé l'utiliser tous les jours pendant 6 mois, jusqu'à ce que notre deuxième bateau arrive et qu'on puisse valider toutes les avancées technologiques et les modifications. Donc ça s'apparente à un accident industriel. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Notre petit gars, il s'appelle Kyle, un Australien, un petit jeune Australien. Il était assez traumatisé par. S'il avait lâché les mains, par exemple, il allait atterrir dans l'aile. Et l'aile, en fait, c'est comme des épées de carbone. Donc, je pense que là, il a réussi à ne pas mourir, parce que 4 mois plus tard, un équipier anglais d'un défi suédois dans la même circonstance a malheureusement trouvé la mort, à peu près au même endroit. Donc des bateaux très engagés. Et donc, on a réussi à abîmer personne, ce qui évidemment est l'essentiel, mais par contre, on n'a pas réussi à récupérer le bateau. En fait, on était sous le pont de, je ne sais pas si vous connaissez San Francisco, un peu l'architecture, on est dans la baie de San Francisco, mais il y a des courants énormes dans cette partie du monde, et 2 heures plus tard, on se retrouvait en pleine mer, et à 1h du matin, on était à quelque chose comme 6000, ça doit faire à peu près 10 km au large du Pacifique, juste emporté par le courant, impossible de maîtriser le bateau, et donc on est revenu avec un bateau à peu près détruit, quoi. Une épave. Moi, je pense que c'est ce moment qui a fait qu'on a gagné la coupe en suivant. Parce que ce moment, c'est un drame, c'est un accident industriel, la façon dont on a réussi à maintenir les gens soudés a été, à mon sens, et rebondir derrière cet accident, à mon sens, a été la clé de notre réussite derrière. Et en fait, les outils qu'on a utilisés, c'est des outils collaboratifs qu'on utilise pour progresser de façon normale. Moi, dans ma manière de coacher, j'enregistre tout. Donc, en fait, ce jour-là, le lendemain, quand on a récupéré toutes les pièces du puzzle, on a fait une réunion. C'était une salle comme ça, à peu près, avec tous nos collaborateurs. Et on a présenté les faits. On a présenté les faits à tout le monde, du responsable technique, de la couturière ou du CEO qui était là. Donc, j'ai pris les photos que vous avez vues tout à l'heure, c'est des photos qui ont été récupérées sur un spectateur qui était dans la baie, mais il y avait également toutes les photos, les vidéos à l'intérieur du bateau, les datas du bateau qui donnait toutes les informations possibles sur le déroulé de l'action, ce qui s'est passé avant, les voix qui parlent comment. Et sans pointer personne du doigt, l'idée, ça a été de mettre ces éléments en face de toute la famille. Et l'effet que ça a, en fait, quand il y a un accident comme ça, par exemple, il y a le skipper qui est à la barre et puis qui tourne le volant, et puis il a une sensation particulière, il a un point de vue particulier, une sensation particulière. Il y a le wincher numéro 1 qui est dos à la route et qui est beaucoup plus près de l'eau, lui, et il a un autre point de vue, une autre sensation, et étrangement, enfin c'est pas étrange du tout, il a une autre vision du problème. Le CEO qui était chez lui en Nouvelle-Zélande, qui voit ça à la télé, l'actionnaire principal qui est dans son bureau à San Francisco et qui voit le bateau en train de dériver à l'envers sous le pont. Voilà, tous ces gens-là ont une vision différente de l'événement par leur point de vue, mais également par leur expérience et leur situation à l'intérieur de l'entreprise. Et donc la première idée, c'est de mettre tout le monde sur le même niveau informatif. Ça limite, déjà ça donne de l'explication, ça limite des discussions par petits groupes. Vous avez différents corps de métier, on a différents corps de métier, et quand il y a des petits groupes qui se forment, il y a souvent des tensions entre les petits groupes, parce qu'on appelle ça les gossips en anglais, et puis ça amène que du négatif, que de la dissolution du lien entre les gens de la même équipe. Donc là, on est tous sur le même niveau informatif, et puis on fait parler les acteurs. Parce que
Nous, on est un peu spectateurs, moi je suis derrière. Mais l'acteur, lui, il a une expérience qui va enrichir tout le monde. Et deux, il va, comment dire, le fait de parler, déjà, ça va avoir une... Parce qu'après, il faut remonter sur le machin quand on a failli, on est passé à ça de la mort. Et qu'en fait, globalement, tous les jours, on est dans ce même type de situation où on est à la limite du chavirage et il faut quand même passer au-delà. Donc voilà, donc ça a été le premier travail qu'on a fait. Et ensuite, on a interrogé les gens, j'ai envoyé des petites notes à chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des questions assez simples? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, pour optimiser la récupération du bateau? Parce que en fait, dessaler ou se mettre à l'envers, c'est juste on pousse et puis ça va arriver encore. Mais par contre, là où il faut qu'on soit meilleur, c'est dans la récupération du matériel. Le matériel, on ne peut pas accepter de perdre 8 mois de campagne parce que on n'est pas prêt à protéger le matériel une fois qu'il est dans une mauvaise position. Donc voilà, discussion entre une proposition de feedback de tous les intervenants et qu'est-ce que vous, dans votre secteur, vous pouvez faire pour aider à ce que ça ne se produise plus et surtout faire en sorte qu'on puisse récupérer le matériel dans une bonne qualité. Ça a été un déclencheur énorme parce que tout le monde a vraiment participé et d'une situation où on était vraiment un peu en spectateur impuissant, on est passé dans un mode opératoire. Et ce mode opératoire a fait que presque 4 mois et demi, 5 mois plus tard, on peut naviguer avec 2 bateaux. Le bateau qu'on était en train de construire et le deuxième bateau qui avait été détruit, tout en conservant des liens très forts dans l'équipe. Et clairement, vous allez voir après dans notre histoire, il y a eu d'autres petits soucis. Le fait d'avoir vécu ce moment-là, chacun était persuadé que si on était soumis à d'autres stress de ce genre, s'il y avait une équipe qui pouvait relever des défis, c'était celle-là. Voilà, donc la Coupe de l'América, c'est un Defender et un ensemble de challengers. Et le meilleur des challengers rencontre le Defender, et en l'occurrence, c'est Team New Zealand, des habitués de cette campagne. Et on parlait un petit peu de la... J'ai entendu que vous aviez de la concurrence aussi. Nous, on vit la concurrence, c'est l'essence même du jeu. Et moi, je suis passé par divers attitudes vis-à-vis de la concurrence, en tant que... Quand j'étais un navigateur débutant, je disais ça mal, c'était dur, ou je ne la voyais pas. Et je trouve que la façon dont je l'aperçois maintenant, et en tout cas la façon dont je la transmets aux gens qui sont là, qui sont dans mon équipe, c'est la concurrence, c'est une bénédiction, parce que c'est vraiment... De toute façon, on n'y peut rien, elle est là. Point barre, elle est là. Alors on peut soit l'ignorer, on peut soit... accepter qu'elle soit là et puis l'étudier finement pour comprendre comment eux fonctionnent. Parce qu'en fait, on est 200 dans une équipe à travailler sur un projet, mais il y a aussi 200 personnes dans l'autre équipe qui va travailler sur le même projet, avec des cerveaux différents, avec des solutions différentes. Et tout ce qu'on va pouvoir apprendre de la concurrence, c'est une bénédiction pour notre campagne, et il y en aura un qui sera sur le haut du podium. Mais ce qui est le plus important, c'est le cheminement et tout ce qu'on va apprendre de cette campagne. Voilà, donc jusqu'à la première manche, avant la première manche, on n'a pas d'idée de performance, ou en tout cas on a des idées de performance qui peuvent être biaisées, et c'est le jour de la première régate qu'on s'aperçoit de notre vraie valeur. Donc tout au cours de la campagne, on appelle ça des reality checks, où tous les lundis j'anime un meeting en disant où est-ce qu'on en est par rapport à notre programme, par rapport à l'opposition, où est-ce qu'on se sent. Donc il y a des éléments qui sont objectifs et des éléments qui sont un peu subjectifs. C'est-à-dire on voit le bateau naviguer, on imagine notre performance à côté de la leur. Clairement, il nous manque 6 mois dans notre campagne. Voilà, sur les 10 derniers mois, on a altéré 5 mois de navigation. Donc on sait qu'on va être un peu en retard. On sait qu'il va y avoir des petits bugs.
Et ce jour-là, on a bien vu qu'il manquait un petit bout, quoi. Concrètement, notre bateau était performant dans les phases de départ, dès que le vent, on avait le vent dans le dos, c'est-à-dire quand on part du Golden Gate, qu'on va à Alcatraz. Mais par contre, on appelle ça la remontée au vent, c'est-à-dire du bas du plan d'eau vers le haut du plan d'eau, quand il faut tirer des bords, parce qu'on ne peut pas remonter tout droit, c'est comme si on escaladait une montagne. En général, la route, elle fait des zigzags, donc on fait aussi des zigzags. Et dans cette période-là, dans cette phase-là, qui dure à peu près 10 minutes dans la régate, on perdait quasiment 20% de performance par rapport à Team New Zealand, ce qui est énorme. Et le challenge, c'est si on ne bouge pas, la coupe, elle est perdue. Et après, juste après ce premier jour, on a ce meeting là qui pose les cartes sur table. Et j'ai bien aimé la discussion de la vidéo dirigeante qui disait si on fait rien, ça va pas bien se passer. Et clairement, c'est le même message qui est passé ce jour-là. Il y a dans une équipe, il y a toujours des gens qui ont tendance à, j'appelle ça le déni du problème. Ils ne sont pas dans leur zone de confort, ils sont un peu bousculés par les faits, et souvent ils préfèrent éluder, pas regarder trop les conséquences, et puis passer, continuer jusqu'à ce que ça soit mort, quoi. Il y a d'autres, dans l'autre côté, il y a la panique. Donc il y a d'autres qui partent dans tous les sens, qui n'ont pas de, qui ont pas d'emprise sur le réel, et qui vont partir sur des solutions qui sont souvent compliquées et pas efficaces. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est utiliser les informations logiques et claires des datas et des vidéos, etc., pour faire j'appelle un reality check qui soit honnête. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est à bord du bateau. Moi, je suis un fan de la vidéo. J'équipe mon bateau de tout ce que je peux de vidéos. En général, on a 6 à 8 caméras embarquées sur toute la journée de navigation. On a un vidéaste qui prend des caméras de l'extérieur. On a, pendant les régates, il y a l'hélicoptère qui nous filme, mais aussi on filme l'adversaire avec des vidéos extérieures, etc. Toutes ces informations, plus les datas du bord, on a 350 capteurs sur le bateau qui fonctionnent et qui enregistrent des données. Un truc entre 10 et 100 Hz, donc ça fait de la donnée. On a tous les éléments qui font la vie de notre bateau. Par exemple, on peut mesurer la rotation du winch numéro 1, savoir si le numéro 1 fait du bon boulot, mais aussi les efforts de structure sur les bras de liaison, sur les foils, les angulations d'attaque des foils, l'angulation de l'aile. L'aile, on peut la modéliser de haut en bas comme une aile d'oiseau. Et donc, on a ce feedback, etc. On a une centrale inertielle, donc c'est exactement l'attitude du bateau sur le plan d'eau. Donc toutes ces datas vont être associées et synchronisées avec toutes les vidéos, l'audio également, ce qu'on se raconte à bord. Et grâce à ça, en fait, on a une vision la plus précise et honnête possible de ce qui se passe. Donc en général, on commence comme ça, tout de suite, tous les débriefs, on commence par regarder si vraiment c'est passé. Donc moi, j'ai des entrées qui sont des entrées, soit des alarmes, soit des moments clés, soit des discussions à bord que j'ai entendues, et on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a une deuxième méthode que j'essaie de mettre en place, c'est au lieu de donner l'information que je crois importante, en fait, je vais interroger les acteurs. Et c'est un peu subtil, mais souvent quand j'ai une bonne idée de changement, si j'arrive au briefing et je dis je sais, il faut faire comme ça, j'ai toutes les chances que ça se fasse pas. C'est étonnant, mais j'ai l'impression que c'est la nature humaine que d'accepter les défis qu'on se donne. Et avoir du mal à accepter des changements qui ne viennent pas franchement de soi. Donc j'essaie de jouer un peu sur ce registre-là. Et donc quand j'ai une très bonne idée, je la laisse traîner devant les personnes qui, je pense, vont pouvoir accrocher, en leur montrant les angles de vue qui m'ont frappé, en les interrogeant, en écoutant ce qu'ils peuvent dire là-dessus. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui va s'en saisir de cette idée et qui va
Et un des acteurs, un des gars du bateau, parce que c'est eux qui font le changement. Moi, je suis à l'extérieur, je peux donner des directives, de même que vous, par rapport à vos équipes, vous pouvez certainement intervenir, mais celui qui va intervenir, c'est celui qui physiquement va créer ce changement-là. Et donc, une fois que le gars-là s'est saisi de l'idée, je le challenge un peu, même, peut-être des fois. C'est-à-dire, j'essaie de voir si elle est bien accrochée. Je lui donne des pistes pour voir s'il peut la défendre. Il va trouver des alliés. Et tout d'un coup, l'idée est bien ancrée et le changement va s'opérer. Et moi, mon rôle ensuite, c'est de structurer tout ça, c'est-à-dire, OK, on fait ça, quand, comment, où, quelles ressources, et demain on évalue. Voilà, donc je boucle la boucle comme ça. Et c'est ma façon déjà de pouvoir, parce que les navigants, en général, c'est les mieux payés de la boîte, et gros ego, grosse expérience, ils sont sans cesse en compétition avec les gens autour d'eux, eux-mêmes, etc. Donc la façon dont on les approche, il faut souvent, faire attention à ce qu'on va pouvoir dire, parce que si moi je suis assez confortable pour dire non, mais ça, ce que tu fais là, faudrait faire ça de façon différente, mais souvent en disant ça, il y a des tensions qui vont se créer et qui vont altérer mon message, alors que si on discute en regardant une vidéo, en regardant des datas, et puis tout d'un coup la solution arrive et l'information est intégrée et développée de cette façon-là. Donc voilà un peu la méthode de travail qu'on utilise. Et clairement, ce jour-là, il faut changer. Voilà, il y a un truc qui fonctionne pas, et il faut du changement. C'est pas confortable, le changement. On sort de sa zone de confort. On va faire un truc qu'on sait pas faire, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et le modèle qu'on utilise, c'est vraiment observer l'adversité, l'adversaire. Observer finement tous les détails de notre fonctionnement et trouver des solutions. Et plus le problème est gros, par expérience, j'ai remarqué que plus le problème était gros, plus il fallait prendre de petites unités dans le problème et résoudre ces petites unités en priorité, et que petit à petit, le problème allait se résoudre justement. On dit step by step en anglais, ou one bite at a time. Et alors que si on se laisse submerger par la globalité du problème, on n'aura pas de solution opérationnelle derrière. Voilà, donc ça c'est méga. Il y a 30 titres de champion du monde et 6 médailles olympiques derrière d'or. Donc c'est des gars qui sont assez performants. Dans notre histoire, du coup, on a continué, on a progressé, mais on continue à perdre. Et ce jour-là, je m'en souviens, c'est un vendredi 13 2013. C'est un jour où on n'a pas navigué, et le jour où on a pris toutes les bonnes décisions. En tout cas, le matin, c'est voilà, on en est, je crois qu'on est à 6 à -1, parce qu'en plus, on avait commencé avec 2 points de pénalité pour faire bien les choses. Et là, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on va faire, produire? Est-ce qu'on a des éléments qu'on peut amener pour contrer l'inévitable? Et ce meeting était vraiment intéressant, parce que du matin au soir, tous les designers venaient avec leurs solutions, leurs idées, etc. Et petit à petit, chaque fois, on les biffait en regardant la réalité, en se disant on a progressé. Pendant 15 secondes, on est capable d'aller plus vite que l'opposition. Ce qu'il faut, c'est ces 15 secondes les multiplier. On ne va pas changer la face du monde. Pour information, il y en a un qui voulait reculer le mât de 1 mètre. Le mât, il fait 1 mètre, il fait 1,5 tonne avec. On n'est même pas sûr que la structure puisse supporter. Mais voilà, c'est le côté un peu panique à bord. Et du coup, on n'a rien changé. On était pressé de changer, mais on n'a rien changé. Le seul élément qu'on a changé, c'est qu'on a coupé l'alarme. On avait une alarme sur l'aile qui nous limitait dans la puissance qu'on pouvait générer avec la voile. Et l'analyse des données nous donnait une idée d'augmenter cette puissance pour aller plus vite, etc., pour créer plus de puissance, surtout à l'arrière de l'aile. On était bloqué par des alarmes de structure.
Et on s'est dit, quitte à perdre, autant vaut-il le faire comme on pense le faire. Du coup, on a coupé l'alarme. On l'a pas dit à l'ingénieur. On l'a dit à la fin, mais pendant un moment, il dit ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et c'était assez remarquable. Et les résultats font que voilà, on travaille sur nos points faibles, des petits éléments de progrès, et le bateau commence à progresser, à avancer. On va aux mêmes vitesses que Team New Zealand, et du coup on le pousse un peu dans ses retranchements. Il sent que ça commence à chauffer pour lui. En tout cas, c'est plus dur, beaucoup plus dur, et il commence à faire quelques erreurs. Là, la campagne aurait pu s'arrêter pour lui. Heureusement, il s'est retrouvé dans le bon sens. Mais voilà, à cette période, on a réussi à remonter notre niveau. Mais c'est quand même, on a gagné 3 manches, ils ont gagné 3 manches. Et jusqu'où on va pouvoir aller, on va aller jusque cette journée-là. C'est la journée où ils sont à 8. Donc ils sont à une manche de la victoire. On a marqué quelques points, mais avec nos -2 pour démarrer, on se retrouve à 8-1 ce jour-là. Autant dire le dos au mur, avec les journalistes qui appellent, prennent rendez-vous pour le lendemain. Ouais, bon, vous allez perdre demain. Donc, est-ce que vous... Et donc, Jimmy est dans la salle de conférence. C'est la vidéo que vous avez vue. Elle inclut ce petit commentaire. Je suis désolé, j'ai pas de version en français, mais il parle très très mal français. Et donc dans cette discussion, Jimmy, tout d'un coup, il dit mais non, mais la question c'est pas ce que je vais faire demain une fois que j'aurai perdu. La question c'est, vous imaginez si ils perdent maintenant? Vous imaginez si on marque tous les points et on gagne? J'ai envie de vivre cette aventure, j'ai envie de relever ce challenge. Les équipes bossent jour et nuit nos équipes bossent jour et nuit pour atteindre ce challenge. Et moi je suis persuadé qu'on va y arriver. On va y arriver. Donc, face aux journalistes du monde entier, donc c'est une salle à peu près comme ça, avec les télés partout, et il se met un peu en danger là. La plupart le traitent de fou, voire en anglais ils ont un mot, ça s'appelle cocky. C'est vraiment, je ne trouve pas le mot en français, mais arrogant. Voilà, c'est une sorte d'arrogance mal placée. Mais à l'intérieur d'équipe, vous imaginez ce qui se passe là? Il y a des gens qui vont passer toute la nuit à démonter toutes les parties du bateau, parce que là, on peut plus supporter une casse. Par exemple, la moindre petite paille à l'intérieur d'un circuit hydraulique, la valve ne fonctionne plus, la régate est perdue. Voilà. Donc les 200 personnes sont impliquées dans le travail au jour le jour et vers la perfection. Et ce message-là où le leader qui se met en danger, qui croit vraiment, ça a galvanisé, ça a fait une drôle d'expérience à l'intérieur de l'équipe. Et t'as l'impression de pouvoir aller au feu, quoi. Et quelque part... il n'y a plus rien qui nous arrête. Et de l'autre côté, Team New Zealand, il sent qu'on revient et ça a instillé une petite voix dans la tête du skipper notamment. Et on a senti qu'à partir de ce moment-là, c'était plus facile pour nous. On était beaucoup plus relax. On avait un cahier des charges. On avait l'impression d'être leadé dans ce cahier des charges. Et on a avancé comme ça. Et donc à partir de là, on n'a plus perdu une manche. Donc jusqu'à présent, Team New Zealand avait marqué 8 points, marqué 8 manches, marqué 8 points, pardon, à 1 point de la victoire. Et à partir de là, on a gagné tous les matchs. Bon, il faut avoir un peu de chance. Ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. San Francisco, il y a beaucoup de vent. Il y a une espèce de ventilateur à 1h de l'après-midi. Le vent se lève, et puis l'été. Et ce jour-là, il ne s'est pas levé, donc c'était vraiment du petit temps. Et la photo qui est prise là, Team New Zealand est à quasiment 800 mètres devant nous. La partie est perdue, sauf que dans le protocole signé, la manche doit durer 40 minutes. Donc les distances ne changent pas, mais s'il n'y a vraiment pas assez de vent, on annule la manche et on recommence quand il y a plus d'air. C'est un peu logique. Et je crois qu'ils ont raté le cut pour 40 secondes sur un temps de 40 minutes. Et du coup, on a dû rejouer cette manche. On a eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Mais ce qui était intéressant, c'est juste après cet événement, je monte à bord et
il n'y a aucun moment j'ai senti ah ouais, on a échappé belle, ce genre de comportement. C'était résolution de problème. On a perdu la manche parce que on était en arrière dans cette manche parce qu'il y avait un certain nombre de raisons. Et là, tout le monde était en gestion de la résolution de problèmes. C'était pas ouf, on a échappé belle, mais par contre, voilà, ça on l'a pas fait bien, ça il faut changer. Et en fait, on était dans une comment dire, une démarche de résolution de problèmes et de process. Et ça, c'est super important, notamment dans la gestion de la pression de l'événement. Pensez, il y a deux types d'objectifs. Il y a en anglais on appelle ça outcome, c'est-à-dire les objectifs de réalisation. On va soulever, je suis sur le podium, je soulève la coupe. Et les objectifs de process, c'est-à-dire les objectifs simples de résolution technique, le plus voilà de qu'est-ce que je fais, où, comment. Et plus on va se focaliser sur ces objectifs de process, moins on va être pollué par l'émotion, par tout ce qui peut arriver pendant une compétition, les journalistes, la famille, le public, etc., qui ont tendance à vous ramener vers l'imaginaire. Voilà. Donc, c'est une bonne... En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une très bonne leçon de rester les pieds sur terre. Quand on a quelque chose à réaliser, on le réalise step by step. Quand on veut monter l'Everest... s'imaginer en haut de l'Everest à soulever son petit drapeau, ça n'a jamais aidé à passer la crevasse. Ce qui aide à passer la crevasse, c'est mentalement savoir où on va mettre le pied et le prochain, etc. Et plus le défi est complexe, plus la pression est importante, plus vous allez vous focaliser sur des éléments simples de réalisation. Et en général, ça marche pas mal. Donc voilà. À partir de là, on a mis une grosse pression sur Team New Zealand. Là, ils vont être pénalisés. Dean Barker va commencer à perdre un petit peu le fil. Et on va plus être arrêté jusqu'à la fin. Voilà. Ah non, si, il y a une petite issue. Je vous avais parlé de l'aile et de l'alarme. Là, on est à 8-8. C'est-à-dire on est remonté jusqu'à être à égalité. On est à peu près 20 minutes avant le départ de la manche. On ne peut pas retarder la manche. La manche est une heure particulière. Si on n'est pas sur l'eau, on n'est pas sur l'eau. On fait un tour de chauffe et puis gros crack. On entend un gros crack dans la structure. Et en fait, l'aile a subi ce pourquoi l'alarme était faite, c'est-à-dire résister à une certaine pression. Et voilà, on est 20 minutes avant le départ, sous le Golden Gate, et puis on a Jeff, là, qui est le spécialiste de l'aile, qui récupère du carbone. En bas, sur la plateforme, on a 5 bodybuilders en train de découper des morceaux de carbone qui vont être... et tout ça devant les télés du monde entier. Larry Ellison, 4e fortune mondiale, et notre business angel là, qui regarde et qui dit mais Philippe, il se passe quoi là, et en fait moi je suis responsable de tout ce qui va se passer après le départ, dans la préparation, etc. Et je suis appareillé, j'entends exactement tout ce qui se dit à bord. Je vois ce qu'ils font, je monte à bord, on discute. Et en fait, pendant tout ce temps-là, à aucun moment il y a eu est-ce qu'on va courir ou pas. Il y avait exactement le même process. On check le vent, on check la stratégie, on revoit tous les éléments de choix qui sont la voile, de quel côté on a envie d'être, le régal des foils, etc. Et donc, ils étaient toujours dans leur checklist. Sachant ou pas si en fait ils allaient pouvoir partir, mais le fait est que ils ont réussi à partir et ils étaient prêts pour fonctionner. Et là encore, on est dans la même veine. Le commun des mortels, moi le premier, j'aurais été horrifié d'avoir passé tant de temps, tant d'efforts, revenir du diable Vauvert jusqu'à égalité et puis de ne pas pouvoir naviguer parce que l'aile a cassé. Mais là, si je pense ça, je suis vraiment dans le je suis vraiment dans l'imaginaire et dans ce que j'appelle les objectifs de réalisation. Par contre, si je reste dans l'instant présent, si je structure mon travail sur ce que j'ai vraiment à faire, il y a toutes les chances que je puisse le réaliser si par bonheur je peux naviguer. Voilà. Et l'aile a tenu, a été réparée dans les temps, a tenu, et
Et comme vous avez pu voir, on a réussi à devancer Team New Zealand. Voilà mon histoire. Merci. J'espère qu'il y aura plus de questions que les intervenants précédents. Alors, question à Philippe Presti. Eh bien oui. Pascal, je vais vous donner mon micro, tenez, puisque j'ai déjà mon micro. Bonjour. Une question, comment ont évolué vos relations avec votre commanditaire jusqu'au 8-1, hein, pour pouvoir conserver, et vous, la cohésion d'équipe et aussi le soutien de vos commanditaires? Imperméabilité. Le secret, c'est l'imperméabilité. Donc en fait, nous, on a un commanditaire, et ensuite on a un CEO, et ensuite on a l'équipe de management dont je fais partie, avec le skipper et le directeur général. Voilà. Et donc l'idée, c'est la stratégie, c'est de garder commanditaire. En tout cas, le CEO doit garder une étanchéité par rapport au retour du commanditaire. Par contre, lui, il prend bien la pression. Et donc, moi, mon challenge, c'était de garder justement cette pression contenue. Et le fait d'avoir des débriefs le plus tôt possible après la manche. Globalement, on finit la manche. Le skipper va à la presse-conférence, ça dure une demi-heure. 45 minutes après la manche, on fait le débrief le plus tôt possible. Et surtout, je m'assurais que le CEO ne voyait pas les navigants avant ça, parce que sinon, il partait il avait tendance à exploser. Par contre, une fois qu'il était devant les écrans, avec les explications, avec les hypothèses, il a le droit aussi, parce que notre CEO, c'est une sommité en matière nautique. Il a gagné la Coupe de l'Amérique 4 ou 5 fois, c'est Russell Coutts. Donc il a une connaissance technique et il nous apporte énormément. Par contre, il faut pas qu'il puisse avoir une interférence dans le mental des gars, parce que déjà tu t'es fait secouer. Si en plus tu as ton patron qui te secoue, c'est difficile. Donc voilà, on essaie de maintenir des... Mais l'aspect du briefing où on montre la réalité, et la réalité, ça veut dire je suis à bord, j'ai fait une bévue, j'ai pris une mauvaise décision, tout le monde le voit, et c'est la règle du jeu. Et j'ai fait ça depuis le début, quand je suis rentré dans cette équipe-là. Au début, c'était difficile, mais après, ils ne voulaient plus aller naviguer s'ils n'étaient pas filmés, parce que c'est une source de progrès et de ces bateaux qui vont très vite. En général, il y en a qui regardent devant, d'autres derrière, il y a du spray, il y a du stress, ils ne voient pas la moitié de ce qui se passe réellement. Et donc, cet outil-là a permis vraiment de progresser et de garder tout le monde solide et solidaire. Autre question, peut-être. Alors, en haut, oui, madame, on vous écoute. Bonjour. Bonjour monsieur, Bonjour. Fico, je suis chef de projet infrastructure électrique. Je voudrais revenir sur votre accident industriel. Quand vous êtes à 8 jours de navigation, que le bateau est planté, vous dites qu'à ce moment-là, vous faites une sorte d'autopsie de l'accident avec l'équipe et que c'est ça qui vous ressoude. Là, je voudrais vous demander un conseil. Nous, parler des problèmes dans notre culture francophone, on sait très bien faire. En revanche, rebondir, c'est pas toujours une évidence. Donc, je voudrais savoir ce que vous utilisez comme ressort, soit de la culture américaine, soit de la culture des sportifs et des athlètes à ce moment-là, pour remobiliser tout le monde et avancer 2 fois plus vite pour essayer de rattraper ce temps qui est de toute façon plus là. Merci, c'est en effet un point clé. Donc j'ai des petites, je vais donner des petites idées. Moi, je suis pas sorti de grandes écoles de management, etc. J'ai vraiment été sur le... mais je me forme en tant que manager. Je pense que j'ai entendu ça tout à l'heure. C'est important de continuer à se former, de voir d'autres stratégies. Et c'est quelque chose qu'il faut faire au jour le jour. Et en ce moment, j'ai fini ma campagne en 2017. Je suis en période de formation où j'essaie d'enrichir mon panel. Et donc, pour répondre à votre question, il y a j'appelle ça la stratégie du sandwich. On est américain, c'est des hamburgers,
Donc quand on veut passer une information, la stratégie que j'utilise, c'est en général, je commence par parler de ce qui se passe bien. On commence par ouvrir la porte en parlant de ce qui se passe bien, parce qu'il se passe toujours quelque chose de bien, et de s'entendre dire que ce que tu fais, c'est... bon, il faut être un peu agile, mais ce que tu fais, c'est positif. Déjà, ça permet de renforcer une sorte de confiance en soi, de renforcer aussi une pratique. Plus on est opérationnel sur ce qu'on fait bien, autant vaut-il continuer et garder ça avec soi. Et faire parler vraiment l'athlète ou sur ce qu'il fait bien. Et ensuite, une fois que les défenses sont un peu baissées, on peut parler de ce qui nous amène. Et la façon dont on en parle aussi est importante. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, interroger, poser des questions, ça aide à engager un dialogue avec la personne en face. Alors que c'est né une vérité, même si elle est vraie, a tendance à un peu coincer les relations, créer une sorte de barrière entre celui qui donne l'information et celui qui la reçoit. C'est pas facile d'avoir un feedback, hein. Vous devez vivre ça tous les jours, j'imagine. Mais donc ça, c'est un peu la stratégie. Et puis on finit le sandwich, il y a une partie beurrée pour pouvoir tenir la viande. Et pour finir, j'essaye il faut toujours terminer sur de l'opérationnel. On peut pas donner une information en feedback si derrière on ne peut pas la laisser vivre comme ça. Il faut qu'elle soit opérationnelle. Et plus elle va être opérationnelle, et en demandant à la personne de s'engager, plus, à mon sens, elle va être efficace. Et ce que je retiens de l'expérience américaine, c'est que les gens dans les boîtes se disent quand c'est bien. Et je ressens moins ça quand je fonctionne dans des structures françaises. Ils ont moins cette propension à commencer un dialogue en expliquant que voilà, tu fais partie d'une entreprise, on est content de toi. Enfin, ce genre de... Et ça peut être très léger, mais ça ouvre pas mal de portes. Voilà. Donc c'est juste un petit détail. Je sais pas, j'ai couvert votre question. Bien, merci. Autre question peut-être à notre invité. Alors, Olivier Renouard. Vous avez réussi à remonter de 1 à 8 pour rattraper le Team New Zealand. Vous avez fait des choses pour vous améliorer, pour relever le défi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose aussi dans l'autre équipe qui vous a permis de revenir ? Clairement... La compétition, c'est on a un outil et on va le développer. Et chaque journée de navigation, d'entraînement et de compétition donne des éléments, vraiment des éléments qui vont nous permettre de continuer à faire développer l'outil. Bon, des fois on se trompe, mais la plupart du temps, on essaye d'avoir cette volonté de progrès. Clairement, notre bateau, du fait du peu de navigation, comment dire, le potentiel du bateau n'était pas en problème. Le problème, c'était la façon dont on l'utilisait. Et du coup, on a perçu vraiment la nécessité de changer complètement notre mode de fonctionnement. On s'est remis en question et on a pris ça vraiment comme un challenge. Et on s'est battu sur des petits détails pour, au bout du compte, arriver à ce changement. J'ai l'impression que de l'autre côté du mur, chez les Team New Zealand, eux, ils sont arrivés beaucoup plus près, beaucoup plus sûrs d'eux, ils avaient dominé la Louis Vuitton de la tête et des épaules, le bateau un peu plus abouti, devait être à 80% du potentiel de performance, et ils se sont mis dans une situation où, plutôt que regarder step by step, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour progresser, ils se sont mis dans la tête du gars qui a déjà gagné. Mais par contre, il reste encore une ou deux manches, il reste une manche à gagner. Par exemple, ils avaient déjà envoyé, moi, par un ami, j'ai reçu les cartons d'invitation à la soirée de remise des prix. C'était embarrassant. Le Premier ministre des Nouvelle-Zélande était dans l'avion à 8-1, donc il est resté une semaine à l'hôtel un peu prostré. Voilà, donc ils se sont mis dans une situation où
de toute façon, ils allaient gagner. Mais tout le monde était dans cette donc, ils n'ont pas, à mon sens, ils n'ont pas utilisé les ressources pour pouvoir progresser et puis pour pouvoir changer leur mode de fonctionnement, qui était possible. Nous, on est passé d'un mode de fonctionnement, on appelle ça archimédien. Le bateau était dans l'eau, dans la phase de remontée au vent, à des vitesses assez faibles, à un mode de vol complet, où le bateau sort de l'eau et on multiplie quasiment par 20%, on ajoute 20% à la vitesse, donc normalement on était à 18 nœuds, on se retrouve à 30 nœuds, enfin on ne multiplie pas même par 2 les vitesses de pointe dans cette phase de près. Et c'est ce qui a fait, eux ils étaient tout à fait capables d'utiliser leurs ressources pour essayer de mimiquer ce qu'on était en train de faire. Mais ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'étaient plus capables de le faire parce qu'ils s'étaient perdus dans un objectif de réussite qu'ils avaient déjà atteint. Voilà. Enfin, c'est ma lecture. Et du coup, dès que ça a commencé à moins bien marcher, ça a amené de la tension énorme dans l'équipe parce que tu n'es plus dans l'opérationnel, tu as l'impression qu'on est en train de te dévaliser. Voilà, tu as quasiment gagné le truc, mais on te fait les poches. Et moi, je pense que c'est très dur de réagir dans cette situation-là. Autre question ? Oui, en haut. Bonjour. Bonjour, Hélène Locatelli. J'ai une question concernant les navigateurs. Donc le leader dit moi j'ai envie d'essayer de voir ce que ça fait que de gagner. Et l'équipe reste très soudée et très concentrée alors que 20 minutes avant le départ, la voile est cassée. Donc est-ce que ça vient que du leader ? Est-ce que ça vient de l'équipe ? Est-ce que ça vient d'une alchimie ? C'est d'où ça vient ? Moi je pense que c'est un entraînement. C'est vraiment un entraînement. Bien sûr, tous les composants de l'équipe sont importants, mais les leaders, en fait, ils ont cette caractéristique-là, c'est qu'ils sont allés, ils sont allés loin dans leur expérience. Moi, je vois la zone de confort comme un espèce de cercle autour de toi, et puis tu essaies de bouger un petit peu le cercle pour l'agrandir. Tu vas visiter juste le centimètre derrière ce cercle et voir si tu es capable de supporter. Mais le leader, lui, il a déjà fait le voyage 2 mètres autour de votre cercle à vous. Et donc, en fait, quand vous êtes un collaborateur, moi je m'estime comme collaborateur de manager, mais également collaborateur de ces gens-là qui dépassent quand même. En fait, il te donne l'impression que c'est cool d'être là, quoi. Il n'y a pas de souci, il y a pas de. Et donc, il y a un système un peu d'appartenance et de mimétisme. Voilà, on se met en danger parce que c'est quelque part acceptable de se mettre en danger. Mais clairement, ça demande un entraînement, ça demande de la cohésion, ça demande, par exemple, quand on a mis le bateau à l'envers, voilà, on est dans une salle comme ça, on regarde les faits. Jimmy se lève et dit elle est pour moi, les gars. Hein, voilà, sur ce moment-là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis responsable. Et voilà, il y a aussi une acceptation des faits et malgré la situation dans la hiérarchie, c'est ce qui soude les gens, de voir que à un moment donné, même le leader peut faire des erreurs et on va pointer du doigt des erreurs. On ne va pas les pointer du doigt, mais elles vont apparaître, les erreurs d'un équipier. Tout aussi bien que les erreurs d'un leader. Et tout ça, c'est important dans la dynamique et la structure de l'équipe. Allez, peut-être une toute dernière question pour respecter nos horaires. Oui, Olivier, bien sûr, avec plaisir. La prochaine campagne de la Coupe de l'Amérique, est-ce qu'on va vous voir dans le team français ? Alors, en ce moment, on est dans la période mercato, on appelle ça. Donc, la campagne est terminée. La campagne 2017 est terminée. Et bon, voilà, il y a des discussions. C'est un moment charnière. Ça demande, voilà, moi, je serais ravi, mais il faut qu'il y ait des éléments il faut que les planètes s'alignent, quoi. Il faut qu'il y ait un financement suffisant. Et moi, je rêverais de pouvoir apporter ma pierre à cet édifice-là et de pouvoir soulever la coupe pour votre pays. C'est quand même ce qu'il y a de. J'ai eu la chance de représenter mon pays aux Jeux Olympiques plusieurs fois et j'adorerais pouvoir amener ça ici. Voilà, je crois qu'il y a une question de budget peut-être aussi qui est très importante dans cette compétition-là. Merci beaucoup. Merci Philippe Presti. Merci beaucoup.